Voilà, alors je vais rester dans le monde des modèles, un peu comme Éric Guillardy, en rajoutant de la complexité aux modèles climatiques déjà complexes tels qu'il vous les a présentés. Et c'est un exposé finalement qui va résonner en fait plutôt avec les deux exposés que vous aviez vus en fin de matinée, celui sur la couleur de l'eau et la biomasse océanique, et celui sur l'acidification que vous ont donné David Antoine et Jean-Pierre Gattuso. Donc je vais m'intéresser à la biogéochimie marine, au couplage entre le changement climatique anthropique et la biogéochimie marine, et je vais essayer de vous montrer pendant ces 3 quarts d'heure comment la modélisation numérique nous permet de répondre à certaines des questions importantes sur ce couplage entre changement climatique et biogéochimie marine. Donc quelques figures transparentes d'introduction. On est dans un monde, dans un océan qui est en train d'évoluer. Les facteurs physiques, les facteurs chimiques sont en train d'évoluer, et je vais vous montrer comment ils impactent la biologie, la biogéochimie dans l'océan. Donc vous avez vu déjà des courbes similaires à celles-là. Ce sont des compilations à partir d'observations en surface de l'océan qui montrent l'augmentation de la température de surface de l'océan depuis la fin du 19e siècle ici jusqu'à l'année 2000. Et donc on retrouve ces plus 0,8 degrés en surface de l'océan depuis 1900, dont à peu près 80-90% sont liés à l'activité humaine sur cette échelle de temps-là. En parallèle de ces changements de température en surface de l'océan, on a des modifications de l'hydrologie qui sont beaucoup plus difficiles à mettre en évidence. C'est ce qu'a discuté Herlé Mercier tout à l'heure. Mais on commence à observer des changements de circulation, on s'interroge sur une augmentation de la stratification de l'océan. On sait que l'hydrologie va répondre à ces changements de température en surface, aux changements de salinité, aux changements de forçage par les vents. Et enfin, la chimie de l'océan est aussi modifiée, c'est ce qu'a montré Jean-Pierre ce matin. En surface de l'océan, on a un certain nombre de stations, dont ici la station qui est située à côté des Bermudes, qui montre une diminution du pH de l'océan. On a perdu 0,1 unité pH depuis à peu près une vingtaine d'années ici à Batz. Donc si on remet ces observations sur ce schéma de l'océan ici, avec le pôle sud et le pôle nord, on retrouve ce que je viens de vous raconter, avec ici un océan plus chaud en rouge, ici en particulier dans les tropiques, mais aussi aux plus hautes latitudes. En bleu ici, un océan qui est moins salé, en partie à cause d'une augmentation des précipitations en moyenne et haute latitude. Les petits ronds jaunes signifient une diminution du pH, donc on voit une diminution du pH en surface qui se transmet vers l'intérieur de l'océan, et associé à cette diminution du pH, on a une remontée de l'horizon de saturation, de l'isocline ou de la CCD des géologues, qui remonte avec finalement un volume plus important pour les eaux qui sont sous-saturées ici au fond de l'océan. Et on a aussi des modifications de l'hydrologie. Donc, je remets un peu dans ce contexte-là, on va s'intéresser à la biogéochimie marine dans un océan qui est en train de changer de par sa physique et de par sa chimie. Donc qu'est-ce que c'est que la biogéochimie marine? Il y a de la biologie, il y a de la chimie, c'est un peu intermédiaire finalement. On se situe entre la physique et la dynamique océanique, dont on parlait Herlé et Éric, qui va influencer très fortement la biogéochimie marine. Et de l'autre côté, vous avez les écosystèmes marins avec du zooplancton, petits poissons, jusqu'aux grands prédateurs océaniques et les pêches. Et la biogéochimie océanique, finalement, c'est l'ensemble des processus qu'on trouve entre ces deux côtés de la chaîne. Et on va s'intéresser au cycle du carbone dans l'océan et aux échanges de CO2 à l'interface air-mer. On s'intéresse à la productivité marine, aux phytoplanktons, au premier niveau trophique, et aux zooplanctons, parce qu'ils ont une importance pour le cycle du carbone, et ils ont aussi une importance évidemment pour le reste de la chaîne trophique. On s'intéresse aux éléments nutritifs dans l'océan, nitrates, phosphates, le fer, les silicates, qui vont contrôler la productivité du phytoplancton. Et on s'intéresse aussi à d'autres composés chimiques qui ont un impact climatique, comme le N2O, c'est un gaz à effet de serre important qui est libéré de façon naturelle par l'océan. Le sulfure de diméthyle, un autre gaz soufré libéré par l'océan qui va avoir un impact sur la chimie de l'atmosphère et la présence de nuages et donc potentiellement un impact climatique. Donc ça, c'est un peu les thèmes de la biogéochimie marine. On a parlé du cycle du carbone, de l'acidification avec Jean-Pierre Gattuso. On a parlé de phytoplancton et de productivité marine avec David Antoine, entre autres ce matin. Alors, les grandes questions intéressantes quand on s'intéresse donc au couplage entre biogéochimie marine et climat, c'est comment finalement les modifications de la physique du climat peuvent se transmettre à la productivité marine, donc au premier niveau trophique, phytoplancton, puis aux échelons trophiques supérieurs et aux écosystèmes océaniques en général, la première des questions. Et la deuxième question, c'est comment les modifications de la biogéochimie marine peuvent-elles rétroagir sur le système climatique? Je l'ai mentionné tout à l'heure, une des rétroactions évidentes, c'est celle qui concerne les échanges air-mer de CO2. Si le climat modifie
les échanges air-mer de CO2, on a une rétroaction potentielle sur le CO2 atmosphérique et donc sur le climat. Là, on met en évidence une boucle de rétroaction potentielle. Donc, dans cet exposé, je vais essayer de répondre à certaines des questions en vous montrant des exemples, des études qui sont réalisées aujourd'hui, principalement à l'aide de modèles sur ces grandes thématiques. D'abord, un premier point sur le type de modèle qu'on utilise pour représenter la biogéochimie marine, le cycle du carbone, entre autres, dans l'océan. Un deuxième point sur l'impact du changement climatique sur la productivité marine. Donc là, ça va reprendre en partie les éléments présentés par David Antoine et on va essayer d'extrapoler certains de ces éléments en utilisant des modèles sur les prochaines décennies et jusqu'à la fin du siècle. Enfin, on s'intéressera au couplage entre le changement climatique et les flux air-mer de CO2, donc cette rétroaction climat-carbone dont je viens de parler. Et le dernier point, je veux parler de la désoxygénation de l'océan. C'est aussi une thématique qui prend beaucoup d'ampleur aujourd'hui. Édouard l'a brièvement mentionné pendant son talk d'introduction. Il y a aussi de véritables questions sur la façon dont le contenu en oxygène de l'océan va être modifié au cours des prochaines décennies en réponse au changement climatique, mais aussi en réponse à l'acidification. Alors, quel modèle pour représenter la biogéochimie marine? Alors, évidemment, Eric nous a expliqué la façon dont on représente la physique. L'idée ici, c'est de rajouter dans cette représentation de la physique les équations qui vont nous permettre de représenter la biogéochimie marine. Si on s'intéresse au cycle du carbone, vous avez une série de processus, d'équations que vous allez devoir rajouter à votre modèle physique, et ces équations vont décrire les échanges air-mer de gaz à l'interface ici entre l'océan et l'atmosphère. Donc c'est des paramétrisations qui vont dépendre de la vitesse du vent, qui vont dépendre de la solubilité du gaz, par exemple. Vous allez devoir représenter dans votre modèle, dans chacune des petites mailles de votre modèle physique, la chimie des carbonates présentée par Jean-Pierre Gattuso ce matin, donc la séparation entre CO2 dissous et les ions carbonate et bicarbonate. Vous allez représenter évidemment le transport des espèces dissoutes par les courants marins, également la dissipation, la diffusion par la turbulence, en vous basant sur les équations présentées pour la température et la salinité par Eric. Et enfin, vous aviez toute la partie peut-être la plus compliquée du système, qui est cette représentation du système biologique, donc de la production, photosynthèse, de la respiration, de la chute de particules, ici, qui peuvent être des cellules mortes, des débris, des pelotes fécales de zooplancton, vers le fond de l'océan, qui emmène du carbone organique au fond de l'océan, où il est reminéralisé. C'est un terme important pour le cycle du carbone global, et donc pour la quantité de carbone qui est stockée par l'océan. Donc les modèles de biogéochimie marine ajoutent à la représentation physique du système une description de ces différents processus ici que je viens de lister. Je vais revenir sur la partie biologique parce que c'est évidemment ce qui est le plus difficile de réaliser. Dans des modèles déjà très coûteux, simplement pour représenter la dynamique, on veut représenter cette fois-ci la biologie, donc un système réellement complexe et pour lequel on n'a pas les lois de Navier-Stokes, des lois physiques fondamentales bien établies depuis très longtemps. Alors les premiers modèles du cycle du carbone, finalement, c'était plus des modèles géochimiques que biogéochimiques. L'ensemble de la biologie était enfermé dans une seule équation très très simple qui calculait une quantité de production exportée, donc une production qui quitte la couche de surface, un terme important pour le cycle du carbone évidemment, parce que c'est la quantité de CO2 qui est soustraite du contact avec l'atmosphère, donc celle qui va compter vraiment pour le stockage de carbone dans l'océan profond. Et donc ces modèles très simples calculaient la production exportée de carbone à partir de seulement quelques grandeurs, des grandeurs physiques ou dynamiques, la température, la lumière, et puis d'un seul élément nutritif, par exemple les phosphates ici, qui eux étaient transportés par les courants, utilisés donc pour calculer la production exportée, consommés, et ensuite qu'on retrouvait au fond de l'océan au moment où c'était reminéralisé. Et donc ce type de modèle très simple, où finalement on ajoute assez peu de complexité au modèle de physique océanique, ont été intégrés dans des GCM océaniques, sont toujours utilisés aujourd'hui sur les échelles de temps très lointaines, par exemple le Permien dont parlait Édouard. On utilise ce type de modèle pour s'intéresser à la biogéochimie marine. C'est toujours des outils adéquats et ils représentent au premier ordre de façon assez précise la production exportée à l'échelle globale et la biogéochimie. Vous savez évidemment qu'il y a une complexité nettement plus grande dans la biologie que simplement cette petite équation-là. Et donc, les biogéochimistes ont cherché à développer cette partie des modèles de biogéochimie marine en rajoutant un peu de complexité, ce qui permettrait de mieux représenter le cycle saisonnier de la productivité, la variabilité spatiale de la productivité sur la verticale, la production primaire, etc., etc. Donc le second grand type de modèle développé, qu'on appelle modèle NPZD, alors c'est un acronyme pour N nutritif, donc on a toujours un seul élément nutritif qui peut être les phosphates ou les nitrates ici. P c'est le phytoplancton, Z c'est le zooplancton et D c'est la matière dissoute ici, NPZD. Et donc cette fois-ci, ça reste toujours très simple. On a, pour la représentation de l'ensemble de l'écosystème océanique, un phytoplancton générique
et un zooplancton générique. Donc cette fois-ci, on représente de façon explicite un terme de production primaire ici, et de la respiration autotrophe, un terme de broutage du phytoplancton par le zooplancton, et ensuite de la reminéralisation avec production de particules, chute des particules, etc. Alors la question, c'est comment représenter l'ensemble de la complexité du phytoplancton dans une seule boîte générique qui réagit de la même façon à une perturbation environnementale. Il y a eu beaucoup de travail sur la façon de paramétriser ces lois très simples qu'on doit rentrer dans ces modèles-là. Et je vais vous montrer qu'en fait, même s'il y a une très grande diversité du type de phytoplancton, c'est ce qu'a un peu expliqué David-Antoine, on est capable de trouver des lois un peu générales qui permettent au premier ordre de représenter l'évolution du phytoplancton. Alors ici, j'ai pris l'exemple du taux de croissance du phytoplancton en fonction de la température. Donc c'est des travaux anciens du début des années 70 par Epley. Et il avait remarqué que chaque courbe en cloche ici est caractéristique d'une espèce de phytoplancton particulière. Et ce que vous voyez, c'est la fenêtre de température pour laquelle ce phytoplancton se développe favorablement. Ici, vous avez une espèce plutôt des eaux chaudes qui se développe quand la température augmente jusqu'à, ici on est à 30-40 degrés, là, donc jusqu'à près de 40 degrés. Et ici, vous avez des espèces plutôt d'eau froide qui vont se développer jusqu'à 10 degrés et ensuite, dont le taux de croissance diminue quand la température augmente encore. Et ce que Epley proposait à l'époque, c'était d'ajouter une courbe ici un peu enveloppe qui finalement est supérieure à toutes ces courbes en cloche ici et qui représentait un phytoplancton adaptable à toutes les conditions de température, mais qui représenterait, si vous voulez, l'évolution du taux de croissance moyen en fonction de la température. Donc c'est ce type de loi qui nous permettent d'utiliser de façon très simpliste un phytoplancton générique pour caractériser l'ensemble des espèces phytoplanctoniques dans l'océan. Alors, même si on a pour la température des choses assez simples ici, il y a quand même beaucoup de problèmes à représenter tout le phytoplancton dans une seule boîte. Et en particulier, il y a des grosses cellules, des petites cellules, des cellules qui vont utiliser des silicates pour fabriquer des tests silicatés, des cellules comme les coccolithophoridés qui font fabriquer des tests carbonatés en carbonate de calcium. Donc il y a une diversité grande de fonctions géochimiques du phytoplancton qui fait que c'est difficile de continuer à travailler avec un seul groupe de phytoplancton. Et donc depuis une petite dizaine d'années, finalement, il y a un certain nombre de groupes dans le monde qui ont pris le chemin finalement de complexifier la partie écosystème du modèle, donc en multipliant le nombre de groupes phytoplanctoniques. On parle de groupes phytoplanctoniques fonctionnels, on peut en avoir des modèles jusqu'à une dizaine de groupes, voire plus, plusieurs types de zooplancton caractérisés par leur taille. On représente aussi de façon explicite plusieurs types de nutriments, les grands éléments nutritifs dans l'océan qui limitent la production, donc pas seulement phosphate ou même nitrate, mais aussi le cycle de la silice qui peut limiter la productivité de certains types de phytoplancton comme les diatomées, le cycle du fer aussi, il a été montré que c'était indispensable pour représenter la production dans certaines zones de l'océan. Et donc on arrive à une complexité de la biologie qui augmente petit à petit dans ce type de modèle. Et donc, comme l'a expliqué Eric, il y a toujours un peu une sorte de compromis entre la résolution du modèle, la durée de la simulation et ici la complexité du modèle biogéochimique. Alors comment, une fois que vous avez entré ces équations dans votre modèle de la physique de l'océan, vous réalisez des simulations sur quelques années, quelques dizaines d'années, quelques centaines d'années, à l'équilibre, et vous essayez de comparer ce que votre modèle calcule ici pour la chlorophylle de surface avec ce qu'observe le satellite ou les satellites, les outils satellitaires présentés par David-Antoine ce matin. Ici, vous avez une carte de la moyenne annuelle de la chlorophylle de surface en milligrammes par mètre cube, et ici, vous avez une carte simulée par un de ces modèles, le modèle Pisces, qui est en fait intégré au modèle NEMO dont parlait Eric. Et donc vous voyez qu'au premier ordre, ces modèles sont capables de représenter la forte productivité ou les chlorophylles importantes dans la zone d'upwelling équatoriale ici, le long des côtes, les grands déserts océaniques ici dans les gyres oligotrophes, une production avec des biais évidemment dans l'Atlantique Nord et peut-être une production aussi trop élevée ici dans l'océan austral. C'est ce type de résultats que sont capables de réaliser ces modèles. Ça, c'est pour la chlorophylle de surface. Pour la paix de CO2, donc ça, c'est des observations ici, pas par satellite. On n'est pas capable d'observer la pression partielle de CO2 en surface de l'océan par satellite. C'est une compilation d'à peu près 3 millions de données récoltées par des bateaux océanographiques qui ont été compilées pour dresser une carte de la différence de pression partielle de CO2 entre la surface de l'océan et l'atmosphère. Ce que montre cette carte, c'est qu'il y a des zones ici en rouge qui dégazent du CO2 de façon naturelle, dans les grandes zones d'upwelling et dans les tropiques ici, et en bleu, des zones qui absorbent du CO2 de façon naturelle. Ici, vous avez un déséquilibre de pression partielle avec plus de P de CO2 dans l'océan que dans l'atmosphère, donc le CO2 sort, et ici le CO2 rentre, et ici le CO2 sort de l'océan. Et de la même façon, le même modèle ici est capable de reproduire au premier ordre
ces grandes régions dégazage, absorption de CO2 dans l'upwelling ici, le long du continent antarctique, dans le Pacifique Nord, les zones d'upwelling ici dans l'océan Indien, avec des biais, mais au premier ordre, voilà ce que font ces modèles. Alors, le point que je veux faire maintenant, c'est que finalement la qualité des simulations biogéochimiques dépend évidemment des paramétrisations de la biogéochimie qui sont introduites dans le modèle, et ils dépendent évidemment fortement de la physique et des biais de la physique. Si vous mettez la biogéochimie dans un... Ah oui, avant de passer à la physique, ce modèle Pisces représente deux types de phytoplancton, des grosses cellules, les diatomées ici, qui utilisent de la silice pour fabriquer ce type de test, et puis des toutes petites cellules, le picophytoplancton, plus abondant dans les eaux chaudes et oligotrophes de l'océan. Et on commence à essayer de comparer ce que donne le modèle Pisces. Ici, c'est en couleur les zones où vous avez des diatomées, ces grosses cellules. Et puis ici, à partir d'un produit satelllital, les zones aussi où, a priori, on est capable, depuis l'espace, de repérer préférentiellement ces grosses cellules. Donc on peut aller plus loin que simplement la chlorophylle de surface pour évaluer ces différents modèles. Voilà. Et ici, c'est ce modèle dans une simulation du modèle NEMO au demi-degré. Vous voyez une différence de pression partielle de CO2. Évidemment, quand vous avez de la physique haute résolution, vous pouvez avoir accès à des champs biogéochimiques à assez haute résolution. Ici, vous voyez l'upwelling et les ondes équatoriales qui se traduisent en delta P de CO2 ou en flux RMR de carbone à l'équateur. Alors, évaluer les modèles couplés, vous pouvez le faire en climatologie. Donc cette fois-ci, le modèle biogéochimique, si on s'intéresse au changement climatique, on l'a non seulement introduit dans le modèle d'océan, mais on l'a introduit dans le modèle système Terre parce qu'on s'intéresse à l'évolution du système climatique. Vous avez déjà vu ces figures-là, c'est les travaux de Behrenfeld qui montraient cette corrélation entre la productivité, ici en gris, et un indice physique qui finalement témoigne de la variabilité ENSO, qui témoigne ici des anomalies de stratification dans les océans tropicaux. Et ce que montrait Behrenfeld, c'était un lien étroit entre la productivité marine totale et la variabilité climatique interannuelle. Donc c'est évidemment très intéressant et très important de tester nos modèles. Est-ce qu'ils sont capables de reproduire ces diminutions de productivité en réponse à un événement El Niño, et puis une augmentation de la productivité en réponse à l'événement La Niña? Ce qu'on ne peut pas faire avec les modèles couplés, c'est de comparer année par année, parce que votre modèle couplé il a sa propre variabilité interne, et il ne va évidemment pas faire un El Niño spécifiquement en 97-98. Donc on travaille en fait sur des statistiques et sur des liens statistiques entre ces grandeurs, entre la physique et la biogéochimie marine, ici. Donc ça, c'est la même figure que précédemment, avec les anomalies de production primaire, ici, et les anomalies de SST ou de stratification dans la même zone, entre 1997 et 2005, sur la période dont disposait Behrenfeld pour faire ces calculs. Donc dans le modèle couplé de l'IPSL, dans lequel on avait introduit ce modèle de biogéochimie marine, on a regardé aussi de façon statistique, sur une période de 30 ans ici, les liens entre la productivité en noir, la stratification en rouge et la SST ici en rouge foncé. Et ce que montre le modèle, c'est que peut-être on ne reproduit pas des El Niño aussi importants que celui qui avait eu lieu en 97-98, mais le modèle montre une très bonne corrélation entre productivité et la physique de l'océan et les El Niño et les La Niña. Donc cette relation entre biologie et physique semble être reproduite par le modèle. Et c'est ce qui va permettre finalement de valider le modèle pour l'utiliser pour les climats futurs. Donc là, vous avez cette relation entre les anomalies de productivité, donc moins en période El Niño, plus en période La Niña ici, et ici les anomalies de stratification de l'océan. En noir, vous avez la relation obtenue à partir des observations de couleur de l'eau pour les anomalies de productivité, et en rouge, vous avez la relation calculée par le modèle avec une physique donnée, quelle est la réponse de la biologie, et vous voyez que le modèle ne reproduit pas des El Niño aussi forts que celui de 97-98, mais que la relation, en tout cas, simulée par le modèle, semble assez correcte. L'autre point positif également, c'est que les zones qui répondent à El Niño par une diminution de la productivité sont assez similaires entre les observations ici, donc diminution de productivité à l'est du bassin, augmentation plutôt à l'ouest ici, et dans le modèle on retrouve exactement les mêmes patterns, et donc ça évidemment c'est aussi un élément de confiance pour utiliser ce type de modèle pour faire de la projection de la productivité océanique en réponse au changement climatique. Je vais m'arrêter là pour la partie évaluation. On utilise aussi ces modèles-là pour s'intéresser à des périodes passées nettement plus anciennes, le dernier maximum glaciaire, des événements de Heinrich, comme a mentionné Édouard ce matin, ou même encore plus dans le passé. Donc on essaie d'utiliser au maximum toutes les informations de la paléo-océanographie pour tester ce type de modèle. Alors, changement climatique et productivité marine. Je vais commencer par montrer des résultats anciens avec des simulations climatiques
à l'époque assez simple où on réalisait seulement 70 ans de simulation, le CO2 augmente de 1% par an. C'est des simulations un peu idéalisées qui permettent de tester un peu le fonctionnement du système dans ces modèles-là. Mais c'est un modèle couplé avec un océan, une atmosphère, une résolution à peu près d'une centaine de kilomètres dans l'océan. Donc vous avez ici l'augmentation du CO2, vous avez l'augmentation des températures de surface. Ici, donc, il y avait deux modèles qui avaient été utilisés à l'époque. Augmentation des températures de surface. Et ici, vous avez la réponse de la production. Alors là, c'était la production exportée à ce changement climatique simulé. Ce que montraient les modèles à cette époque-là, c'était une diminution de la production exportée entre la période actuelle, si vous voulez, et 2 fois CO2 qui pourrait correspondre à une fin du XXIe siècle. Donc une diminution de la production d'environ 5 à 10% à la fin du siècle pour différents modèles couplés climatiques et aussi différents modèles biogéochimiques. Alors cette diminution globale de la production exportée, en fait, elle se répartit de façon très hétérogène dans l'océan, avec ici ce que simulait ce modèle-là. C'était une diminution très forte de la productivité dans la zone tropicale et plutôt une augmentation de la productivité dans l'océan austral, en rouge ici, et dans le Pacifique Nord. Donc vous voyez qu'on a une diminution à l'échelle globale de moins 5 à moins 10%, mais une augmentation en haute latitude. Et ce contraste entre les différentes latitudes, vous le voyez ici sur cette moyenne zonale, le pôle sud, le pôle nord, augmentation au nord et au sud, et une diminution dans les tropiques. Alors les mécanismes dans le modèle pour expliquer ces modifications sont ceux dont a parlé David Antoine ce matin, avec dans les tropiques et les moyennes latitudes, finalement, une productivité principalement limitée par l'abondance des éléments nutritifs qui viennent de la subsurface ou de l'océan profond, et avec, quand vous réchauffez le climat, vous stratifiez votre océan, vous avez moins d'éléments nutritifs qui arrivent en surface et vous diminuez la production phytoplanctonique et la quantité de biomasse ou de chlorophylle dans l'océan de surface. Et haute latitude, en particulier dans l'océan austral, la production en été est assez fortement limitée par la lumière et par des couches de mélange très profondes qui diluent le phytoplancton sur des zones où il n'est pas éclairé. Et donc quand vous stratifiez l'océan, c'est ça que simulaient les modèles à cette époque-là, quand vous stratifiez l'océan, finalement, vous vous retrouvez avec plus de productivité parce que vous diminuez la limitation par la lumière. Alors on peut le voir aussi sur des cartes ici, la stratification de l'océan augmente avec le réchauffement en surface et avec une diminution des salinités aux moyennes et hautes latitudes. Vous diminuez la quantité d'éléments nutritifs en surface de l'océan. Et en fait, ce qu'on verrait sur des cartes de chlorophylle de surface, c'est une augmentation de la surface des gyres oligotrophes. Ces gyres où vous êtes très fortement limité par l'abondance en nutritifs. Ici, ce que montrent ces modèles, c'est qu'elles vont augmenter avec le changement climatique. Et de l'autre côté, dans les zones de plus haute latitude ici, vous avez une augmentation de la saison de croissance parce que vous avez moins de limitations par la lumière. Donc ça, c'est des travaux qui datent de quelques années maintenant, avec une série de modèles. Aujourd'hui, il y a plusieurs groupes qui ont réalisé des simulations assez similaires en utilisant des modèles plutôt du type du modèle dont j'ai parlé tout à l'heure pendant l'évaluation, avec différents modèles climatiques, différents modèles biogéochimiques, et on commence à utiliser cette comparaison de modèles pour essayer de savoir ce qui est robuste et ce qui ne l'est pas. Et vraiment, cette comparaison de différents modèles, c'est ce qui nous apprend. Ça nous apprend beaucoup sur les mécanismes et sur ce qu'on peut a priori déterminer comme robuste et ce qui, par contre, semble beaucoup plus indécis. Donc là, vous avez le modèle de l'IPSL avec la production pour l'année 2000 et ici le changement en 2100 pour un scénario SRES A2 de l'IPCC du dernier rapport, avec toujours une augmentation en zone australe, une diminution ici dans les tropiques et une diminution très importante aussi dans l'Atlantique Nord. Alors, si vous regardez différents modèles, on avait, pour cette publication, il y avait 4 modèles qui avaient été utilisés, donc 2 modèles américains ici, un modèle allemand, avec des valeurs de la productivité assez différentes, mais tous montrent plutôt une diminution, ou tous montrent d'ailleurs une diminution de la productivité avec le changement climatique. Quand on regarde les patterns spatiaux, par contre, de ces changements, beaucoup de différences entre les modèles. Alors, il y a quand même des choses qui se ressemblent. Dans l'Austral, principalement à cause de moins de limitations par la lumière, tous les modèles montrent plus de production ici. Dans l'Atlantique Nord, tous les modèles montrent plutôt moins de production. Et par contre, dans les tropiques, ici, vous voyez que vous avez 3 modèles qui montrent moins de production et par contre, un modèle qui montre ici plus de production. La zone arctique est aussi une zone où les modèles ne sont pas d'accord. Moins de production ici dans le modèle de l'IPSL, plus de production dans les modèles américains et dans le modèle allemand. Donc même au premier ordre, il y a encore de très grandes incertitudes simplement sur la direction du changement de cette productivité. Donc là, on est nettement derrière ce qu'on sait déjà sur la température.
c'est des processus peut-être de deuxième ordre qui viennent s'ajouter et qui complexifient la simulation de ces grandeurs. Donc voilà ce que je viens de raconter. La production diminue dans l'Atlantique Nord, dans les tropiques, elle augmente dans l'Austral, elle diminue de façon globale, et des régions de désaccord sur l'Arctique en particulier et sur le Pacifique équatorial. Alors les modèles, on a regardé la productivité primaire, qui est une grandeur importante pour le cycle du carbone, qui est une grandeur importante pour les écosystèmes océaniques. Les modèles simulent aussi des changements de la structure de l'écosystème. Ici, avec ce modèle Pisces qui représentait des grosses cellules, les diatomées, et puis des petites cellules nano-phytoplancton, avec ces simulations, a pu être montré que le changement climatique allait favoriser des petites cellules au détriment de grosses cellules phytoplanctoniques. Et en fait, les conditions plus oligotrophes, donc moins riches en nutritifs ici, sont plus favorables aux petites cellules qu'aux grosses cellules. Et donc on voit aussi avec ce type de modèle des changements de la structure de l'écosystème phytoplanctonique. Il y a d'autres travaux avec un autre modèle montrés pour un autre type de phytoplancton, cette fois-ci les cyanobactéries qui sont capables de fixer de l'azote atmosphérique. Ces chercheurs avaient montré que le réchauffement de la planète et de l'océan de surface en particulier pouvait favoriser ce type de phytoplancton et donc favoriser la fixation d'azote par les cyanobactéries dans l'océan du futur. Alors pour terminer sur cette partie production écosystème, j'aimerais juste mentionner le fait qu'il y a plusieurs groupes qui commencent à travailler sur le couplage entre ces modèles biogéochimiques de bas niveau trophique, si vous voulez, avec des modèles de niveau trophique supérieur. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est des résultats à prendre avec beaucoup de pincettes, parce que vous voyez qu'on rajoute à une couche déjà très incertaine, une couche qui l'est également. Il y a beaucoup de pression sociétale, si vous voulez, sur ce type de simulation, mais qu'il faut prendre avec beaucoup de distance. Donc avec les sorties de modèles biogéochimiques qui calculent des quantités de phytoplancton, de zooplancton, il existe des modèles utilisés par les gens qui s'intéressent aux pêcheries pour calculer les stocks de thon. Ici, c'est le thon obèse dans le Pacifique, un modèle qui calcule le développement du thon depuis ici les larves de thon obèse et le thon adulte à partir des sorties d'un modèle biogéochimique climatique. Et donc ont été réalisées des premières simulations où vous pouvez regarder, ici c'est l'évolution de 1900 à 2100 de la productivité à l'ouest du Pacifique, à l'est du Pacifique, et ici vous avez la réponse des larves et des concentrations d'adultes de thon obèse dans le Pacifique à ces changements de productivité, de température et d'oxygène. Et donc ce que montrait cette étude particulière, donc encore une fois avec un modèle, à prendre avec des pincettes évidemment, ça montre plus un démonstrateur qui permet de montrer qu'on peut mettre en place ce type de simulation. Moins de productivité, on obtenait quand même plus de larves et plus de thon obèse ici, principalement à cause de l'augmentation de température qui permettait un développement favorable des larves de thon aussi, et à l'augmentation de l'oxygène en subsurface dans cette simulation qui permettait aussi aux adultes de se développer plus favorablement. Donc sur la productivité, pour les prochaines décennies, si on s'intéresse à ce que simulent les modèles, dont j'ai essayé de montrer la façon dont on les évaluait d'abord, ils montrent tous une réduction de la production primaire marine en réponse au changement climatique, avec une opposition entre haute latitude, basse latitude, et des mécanismes qui sont liés à une augmentation de la limitation par les éléments nutritifs, qui est liée à la stratification de l'océan, et à moins de limitation par la lumière aux hautes latitudes, des changements de structure de l'écosystème en défaveur des grosses cellules, des diatomées par exemple, et des modifications potentielles qui sont transmises au plus haut niveau trophique de l'écosystème, et donc qui pourraient affecter les ressources marines. Oui, je n'ai pas mentionné que dans les simulations précédentes, évidemment, c'était des simulations où il n'y avait pas de pêche, et on regardait simplement l'effet du climat sur l'évolution d'une espèce de thon qui, en parallèle, est évidemment pêchée et de façon très importante. Alors, je vais parler maintenant du changement climatique et des flux ère-mer de CO2. Donc, vous avez déjà vu ces chiffres-là avec un figuré un peu différent. C'est l'état du cycle du carbone pour la décennie 2000-2009, ici, avec les émissions liées à la combustion des fuels fossiles et à la déforestation. Vous avez à peu près 9 pétagrammes de carbone, donc 9 milliards de tonnes de carbone qui sont libérées chaque année dans l'atmosphère et qui sont responsables de cette augmentation du CO2 atmosphérique, ici mesurée à Mauna Loa depuis la fin des années 50. Donc le CO2 augmente de presque 2 ppm par an, ce qui correspond à 4 gigatonnes de carbone par an, et donc vous avez à peu près la moitié du carbone qui s'accumule dans l'atmosphère. L'autre moitié est prélevée par les puits naturels, la biosphère terrestre et l'océan. Donc dans l'océan, chaque année, vous avez 2,3 pétagrammes de carbone par an qui sont absorbés par l'océan et qui vont, Jean-Pierre l'a expliqué ce matin, causer ce qu'on appelle l'acidification de l'océan. Donc l'océan nous rend évidemment un grand service en limitant la façon dont le CO2 évolue dans l'atmosphère,
Ce que vous voyez aussi, c'est que la trajectoire future de cette évolution du CO2 atmosphérique va dépendre du scénario, donc du scénario économique, de la quantité de CO2 qui va être émise par l'homme, mais cette trajectoire va dépendre également de la façon dont la biosphère terrestre et l'océan vont continuer ou pas à absorber du CO2. Et donc c'est la boucle de rétroaction que je mentionnais auparavant. Dans la façon dont les scénarios du GIEC avaient été pensés dans les premiers rapports du GIEC, c'était on a des scénarios d'émissions qui viennent des économistes et qui représentent différents types de développement du monde industriel, entre autres. Ensuite, vous traduisez ces scénarios d'émissions en concentration en faisant une hypothèse sur les puits naturels de carbone par l'océan et la biosphère terrestre. Et ensuite, vous utilisez ces concentrations pour forcer vos modèles de climat qui vont calculer des évolutions de température, de précipitation, etc., à l'échelle globale, à l'échelle régionale. Ici, vous voyez que si ce climat simulé, ce réchauffement, impacte la façon dont les puits naturels pompent du carbone, vous avez une rétroaction potentielle. Le CO2 peut augmenter plus vite ou plus lentement que ce que vous avez prévu parce que le climat interfère avec le puits de carbone océanique ou le puits de carbone terrestre. Alors, on utilise ces modèles de cycle du carbone pour répondre à cette question: comment le puits de carbone va évoluer au cours des prochaines décennies en réponse à l'augmentation des émissions et en réponse au changement climatique. Alors, un premier point sur l'évaluation du cycle du carbone dans ces modèles de carbone. Ici, vous avez une carte que vous ont déjà montrée Édouard et je crois Jean-Pierre ce matin. C'est la quantité de carbone anthropique intégrée sur la verticale qu'on retrouve dans l'océan. Donc, c'est une estimation à partir de mesures océaniques publiée par Sabine en 2004. Donc, c'est l'inventaire du carbone anthropique sur la verticale. Et donc, les modèles océaniques dont j'ai parlé, qui incluent le cycle du carbone océanique, sont capables de représenter, avec des biais plus ou moins importants, cette pénétration du carbone anthropique dans l'océan. Et donc ici, je compare à la climatologie de Sabine, ici du carbone anthropique, à partir d'observations, des résultats de simulation avec 3 modèles, un modèle français, un modèle américain ici et un modèle allemand. Vous voyez qu'il y a des grosses différences, il y a des biais, mais tous les modèles retrouvent évidemment l'Atlantique Nord, qui est un des principaux sites de pompage de carbone anthropique, et puis l'océan austral aussi, où vous avez une quantité très importante de carbone anthropique qui est pompé par l'océan. Alors, comment ce flux simulé et évalué jusqu'à la période historique évolue avec l'augmentation du CO2? Alors, vous avez un certain nombre de questions et un certain nombre de problématiques importantes qui ont été soulevées déjà depuis un certain nombre d'années. La première de ces problématiques, elle n'est pas liée au changement climatique, elle est simplement liée à la chimie du carbone dans l'eau de mer. On vous a montré cette équation. Quand l'océan absorbe du CO2, en fait, il consomme de l'ion carbonate ici pour fabriquer de l'ion bicarbonate. Et donc cet ion carbonate, en fait, il agit un peu comme un tampon et il permet de tamponner le CO2 pour fabriquer cet ion bicarbonate. Et évidemment, ce qu'a montré Jean-Pierre Gattuso ce matin, c'est que les concentrations de l'ion carbonate allaient diminuer très fortement au cours des prochaines décennies, ce qui ne va pas sans causer de problème pour les espèces calcifiantes, mais que cette concentration allait diminuer fortement. Et simplement la chimie du carbone nous laisse penser que l'efficacité de l'océan à pomper du CO2 va se réduire dans les prochaines décennies, simplement à cause de la diminution de la concentration de l'ion carbonate. C'est un effet simplement chimique qui est indépendant du changement climatique. Quand le CO2 augmente ici de façon exponentielle pour un scénario donné entre 2000 et 2100, ici vous avez le flux de carbone calculé par des modèles pour ce scénario d'augmentation du CO2, et vous voyez que le puits de carbone océanique ne suit pas l'évolution du CO2. Vous avez une saturation de ce puits de carbone qui est liée à la chimie du carbone dans l'eau de mer. Donc, quand vous consommez les ions carbonates, vous saturez votre puits et vous pouvez pomper moins de CO2 par l'océan simplement à cause de cette chimie du carbone. Donc ça, différents modèles qui montrent tous cet effet de saturation, même si vous voyez qu'il y a quand même une grande incertitude sur la quantité de carbone potentiellement pompée par l'océan à la fin du siècle. Ensuite, vous avez la question dont j'évoquais l'importance au début, c'est l'impact du changement climatique sur le puits de carbone océanique. Le premier effet, qui est un effet très simple, est lié à la solubilité du gaz dans l'eau. Si vous réchauffez l'océan de surface, vous diminuez la solubilité du CO2 dans l'eau de mer, et ça va jouer négativement sur le puits de carbone, et donc ça contribue à une rétroaction positive. Plus vous réchauffez, moins la solubilité du CO2 est importante, moins vous pouvez pomper de CO2, et plus vous en laissez dans l'atmosphère. Il y a un autre effet important qui a été documenté et mis en évidence avec les modèles du cycle du carbone, c'est un effet du changement de la physique sur la pénétration du carbone anthropique. Vous avez bien vu que le carbone anthropique pénètre dans les zones, l'océan austral et l'Atlantique Nord, les zones qui sont en connexion avec l'océan profond.
Et si vous stratifiez votre océan, si vous empêchez les eaux de surface de se mélanger avec les eaux de subsurface ou les eaux profondes, vous allez empêcher le carbone anthropique de pénétrer dans l'océan profond et vous allez saturer plus vite l'océan de surface. Et donc ces deux effets, c'est les effets principaux qui ont été mis en évidence et qui permettent de comprendre pourquoi l'impact du changement climatique est négatif sur les puits de carbone océaniques. C'est ce qui a été montré par une série de simulations. Ici, il y a à peu près 10 groupes dans le monde qui ont réalisé ces simulations. Ici, vous avez le réchauffement de la température. Donc finalement, c'est une indication du changement climatique. Vous partez ici à la période pré-industrielle et l'océan, mais l'ensemble du globe se réchauffe. Et ici, vous avez le changement de stockage de carbone dans l'océan qui est lié à ce changement climatique. Donc en fait, on fait différentes expériences de sensibilité avec ce type de modèle et on regarde la partie du stockage de carbone qui est liée simplement à l'effet du changement climatique sur le puits de carbone dans l'océan. Et ce que montrent tous ces modèles, c'est que quand vous réchauffez l'océan, quand vous stratifiez l'océan, vous pouvez pomper moins de carbone dans l'océan jusqu'à la fin du siècle. Donc, quand même une grande incertitude. Vous voyez, il y a un facteur 5 pour le même réchauffement entre des modèles qui prédisent une rétroaction plus faible et des modèles qui prédisent une rétroaction plus forte. La réduction du puits de carbone en 2100, dans ces différents modèles, la réduction qui est liée au changement climatique, elle est de 5 à 25%. Donc l'effet du changement climatique, c'est de réduire d'un quart à peu près la capacité de l'océan à pomper du CO2 au cours des prochaines années et décennies. Alors comment cette rétroaction se traduit sur les températures de surface? Ici, vous avez en noir, pour un scénario de concentration donné, l'évolution des températures en surface. Donc c'est les exercices sémiques pour le scénario stress à 2. Quand vous ajoutez la possibilité de cette rétroaction, qui n'était pas prise en compte par le GIEC dans le dernier rapport IPCC, vous avez potentiellement un réchauffement bien plus important que ce que vous avez si vous ne tenez pas compte de cette rétroaction. Et donc ce réchauffement plus important, il est lié à cette rétroaction positive. Vous réchauffez, vous êtes moins efficace pour absorber du carbone, le CO2 augmente plus vite et vous réchauffez encore plus. Alors il me reste un ou deux transparences sur le CO2 et le flux de CO2. Revenir un peu sur une période plus récente et sur les 30 dernières années. On a des observations récentes qui montreraient un ralentissement du puits océanique, en particulier dans l'océan austral, qui serait plus rapide que ce ralentissement simulé par les modèles couplés climat-carbone dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, c'est des observations qui sont délicates à interpréter parce qu'on est souvent un peu à la limite de ce qu'on est capable d'interpréter. Est-ce qu'on voit vraiment un ralentissement ou est-ce qu'on voit simplement de la variabilité naturelle ? Mais ce que montrait cette étude de Lequeret et al. Dans Science en 2007, c'est que ici vous avez en rouge un puits de carbone qui augmente vers le bas, et qui serait le puits de carbone qui répondrait à l'augmentation du CO2 atmosphérique. Et ici, vous avez des observations, une estimation du puits de carbone dans l'océan austral basée sur des inversions des données atmosphériques de CO2 qui vous montrent une stagnation, une saturation de ce puits. Et donc, il y a eu beaucoup de questions sur les mécanismes qui permettaient d'expliquer cette saturation du puits. Le CO2 continue à augmenter, on s'attendrait à ce que le puits augmente, et pourtant, il a l'air de saturer. C'est ce que montrent ces inversions basées sur des observations atmosphériques. L'hypothèse de Lequeret et al., c'était l'augmentation des vents au-dessus de l'océan austral qui stimulait l'upwelling de l'océan austral et qui dégazait du carbone naturel qui venait contrebalancer le puits de carbone anthropique. Et donc en fait, on expliquerait cette stagnation ici du puits de carbone dans l'océan austral par un effet qui est lié au rôle des vents. Et ce qu'ont montré Lenton et ses co-auteurs en 2010 ici, c'est que cette augmentation des vents ici, que vous voyez en rouge, entre les années 2000 et puis les années 70, pouvait être en grande partie attribuée au trou d'ozone dans la stratosphère, qui va modifier les champs de pression dans l'atmosphère, qui va modifier les champs de pression et les vents en surface, et cette modification des vents va à son tour modifier la circulation océanique et les puits de carbone océaniques. Donc dans un modèle couplé climatique dans lequel vous ajoutez ce forçage par une diminution de l'ozone stratosphérique, vous êtes capable de reproduire cette saturation du puits océanique dans l'austral ici. Donc vous voyez la complexité du système, ce n'est pas seulement le cycle du carbone, le climat physique, la biogéochimie marine, c'est aussi ici la chimie atmosphérique, le trou d'ozone dans la stratosphère, etc., etc. Alors, changement climatique et flux éphémère de CO2. Donc, les modèles simulent un puits de carbone qui est toujours positif au cours du XXIe siècle pour les scénarios hauts de forte augmentation des émissions de carbone, mais le changement climatique réduit l'efficacité de ce puits et c'est principalement des mécanismes, dans les modèles aujourd'hui, des mécanismes qui sont liés à la solubilité, à la stratification de l'océan. On a parlé beaucoup de la biologie et de la pompe biologique,
Ce que montrent les modèles qu'on a aujourd'hui, c'est que des modifications de la pompe biologique n'ont qu'un effet secondaire sur l'évolution du puits de carbone au cours de 2000-2100. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important de représenter la biologie, parce que la biologie est importante au premier ordre pour représenter le cycle du carbone naturel, les gradients naturels de carbone. Et évidemment, quand on s'intéresse à des périodes plus anciennes, la biologie va avoir un rôle de plus en plus ancienne ou plus loin dans le futur, va avoir un rôle de plus en plus important. On n'est pas à l'abri, évidemment, aussi de modèles qui représentent la biologie de façon beaucoup trop simpliste, avec peut-être pas assez de variations, qui pourraient laisser à la biologie un rôle plus important pour ces prochaines décennies. Et enfin, je voulais mentionner le fait qu'il y a une variabilité décennale très importante, difficile du coup d'évaluer ou de comparer les modèles aux observations, et aussi dire une dernière fois que c'est un système très compliqué avec beaucoup d'autres forçages, en particulier, ici j'ai montré l'importance de l'ozone stratosphérique pour le puits de carbone océanique. Alors, quelques transparences sur l'oxygène, dont on n'a pas tellement parlé aujourd'hui. Vous avez déjà vu ces cartes ici, c'est les concentrations d'oxygène à 400 mètres de profondeur dans la zone tropicale, l'Atlantique. Vous avez deux zones ici à l'aplomb des upwellings de Mauritanie et du Benguela, où vous avez à 400 mètres des concentrations d'oxygène très faibles, de l'ordre de 50 micromoles par litre. Et ici, dans le Pacifique, vous avez finalement une des plus grandes zones de minimum d'oxygène à 400 mètres de profondeur, avec des concentrations d'oxygène qui avoisinent zéro en certains endroits. Donc c'est véritablement l'anoxie à quelques centaines de mètres de profondeur. Et enfin, dans l'océan Indien, ici la mer d'Arabie et dans le golfe du Bengale, vous avez aussi des zones de minimum d'oxygène importantes. Alors pourquoi on s'intéresse à l'oxygène dans l'océan? On s'intéresse à l'oxygène parce que, aux zones à minimum d'oxygène, dans l'océan, parce que quand vous n'avez plus d'oxygène, en fait, pour reminéraliser la matière organique, les microbes vont utiliser des nitrates et faire ce qu'on appelle la dénitrification. Et au cours de ce processus, ces microbes produisent une quantité importante de N2O, qui est le protoxyde d'azote et qui est un gaz à effet de serre important. Donc il y a des questions aussi sur l'évolution des émissions de N2O par l'océan en réponse à des variations des volumes de zones à minimum d'oxygène. Et ensuite, vous avez des questions qui sont liées aux écosystèmes, en particulier au type d'écosystèmes qu'on rencontre dans les zones à minimum d'oxygène, qui sont très particulières. Ici, vous avez une compilation qui a été réalisée, republiée en partie par Keeling ici, qui vous montre les concentrations d'oxygène qui sont létales pour ces organismes-là, qui ne vivent pas dans les zones à minimum d'oxygène. Et vous voyez, quand on descend à 50 micromoles par litre, pour un certain nombre d'organismes ici, vous vous retrouvez dans des concentrations qui deviennent létales. Et donc, cet oxygène aussi est véritablement important pour les écosystèmes océaniques, quel que soit le type de taxon étudié ici. Cette figure a été montrée par Édouard. On a, à partir des compilations de données, donc à partir d'observations ici, on a pu montrer ici, c'est pour le Pacifique Est équatorial, vous avez cette zone de minimum d'oxygène ici, où vous êtes moins de 60 micromoles par litre, donc vous êtes en hypoxie, entre 200 mètres de profondeur et 600 mètres de profondeur. Et ce que montrait Strama et al. En 2008, c'était une expansion sur la verticale de cette zone de minimum d'oxygène depuis les années 60. Alors, que montrent les modèles? Et est-ce que les modèles montrent une augmentation importante de ces zones à minimum d'oxygène au cours des prochaines décennies? Alors oui, les modèles montrent une désoxygénation de l'océan en réponse au changement climatique. Et de la même façon que pour le carbone, finalement, les principaux processus sont liés à la diminution de la solubilité en surface. Il fait plus chaud, vous allez dissoudre moins d'oxygène en surface de l'océan. Et le deuxième processus, c'est un changement de la circulation, la stratification. Si vous stratifiez votre océan, vous amenez moins d'oxygène de l'atmosphère que vous dissolvez en surface vers les couches de subsurface ou l'océan profond. Donc là, vous avez les résultats d'un modèle qui vous montre, avec le changement climatique, de 2000 à 2100, ici, un dégazage d'oxygène par l'océan vers l'atmosphère. Et donc, tous les modèles, pour l'instant, qui se sont intéressés à cette question, montrent, en 2100, une perte d'oxygène par l'océan qui pourrait atteindre de 1 à 7% de l'oxygène total contenu dans l'océan. Alors, si on s'intéresse aux régions, ici, vous avez les concentrations d'oxygène observées à partir d'observations ici à 100 mètres de profondeur seulement, simulées par 3 modèles différents. Donc vous voyez que les modèles reproduisent plus ou moins bien ces concentrations d'oxygène. C'est des grandeurs qui sont très difficiles à reproduire par les modèles. Et ici, vous avez l'évolution de ces concentrations d'oxygène avec le changement climatique. Et vous voyez beaucoup de bleu. C'est les endroits où à 100 mètres de profondeur, vous avez moins d'oxygène, parce que la solubilité diminue, parce que vous êtes plus stratifié. Et finalement, c'est plutôt dans les moyennes et hautes latitudes, pour ce modèle-là, pour ce modèle-là et pour ce modèle-là aussi. Si vous regardez les zones de minimum d'oxygène, c'est plus compliqué. Ce modèle ici, là, par exemple, simule plutôt plus d'oxygène dans les zones de minimum d'oxygène. Donc une tendance qui est contraire à la tendance observée au cours des 40 dernières années, si on croit
les tendances de strama et tal. Ce modèle-là simule aussi plus d'oxygène ici dans le Pacifique Est équatorial, et ce modèle-là simule pas beaucoup de changements ici à l'est de l'équateur. Donc là, on a un processus physique qui ne conduit pas à une augmentation très importante des volumes de minimum d'oxygène. Alors, un dernier résultat ici qui montre un peu c'est intéressant parce que ça montre l'interaction entre le changement climatique, solubilité, stratification, et ici vous avez l'acidification en fait qui modifie la biologie et en particulier qui modifie la qualité de la matière organique. Il a été montré avec des expériences en mésocosme ici que quand vous augmentez le CO2 dans l'eau, le rapport carbone sur azote de la matière organique augmente. Ça, c'est des choses que les modèles aujourd'hui ne représentent pas de façon explicite. On a des rapports C sur N constants. Et en fait, pourquoi un rapport C sur N qui augmente pourrait avoir un impact sur les zones à minimum d'oxygène? C'est très simple. Ici, vous avez la matière organique qui est créée dans la zone euphotique, exportée dans la zone à minimum d'oxygène. Ici, vous consommez l'oxygène, donc vous avez cette zone à minimum oxygène ici. Et en fait, quand vous augmentez le rapport C sur N de la matière organique, vous allez utiliser plus d'oxygène pour pour reminéraliser la même quantité d'azote, et donc vous allez augmenter le volume des zones à minimum d'oxygène. Et donc ce processus n'était pas pris en compte dans les modèles précédents, et des études très simples, avec des modèles plus simples que les précédents, montrent que quand vous tenez compte de l'acidification, ici vous avez le volume moyen des zones à minimum d'oxygène dans l'ensemble de l'océan. Le changement climatique tout seul diminue ce volume, et si vous rajoutez l'acidification par contre, vous augmentez par presque 50% le volume de ces zones à minimum d'oxygène. Donc encore de grandes questions et de grandes incertitudes sur ces effets, et surtout sur la combinaison acidification-changement climatique. Alors, désoxygénation de l'océan en réponse au changement climatique, principalement localisée aux hautes et moyennes latitudes, avec les mécanismes dont j'ai déjà parlé. La réponse des ZMO, plus incertaine, et donc un rôle couplé très important entre à la fois changement climatique et l'acidification de l'océan. Alors j'aimerais conclure sur le fait qu'on a abordé principalement les effets du changement climatique, on a parlé de l'acidification, mais ce ne sont pas les seuls forçages anthropiques qui aujourd'hui agissent sur la biogéochimie marine. Donc on retrouve le changement climatique ici, qui va jouer sur la production primaire, sur le flux de carbone dans l'océan, sur la désoxygénation. On retrouve l'acidification ici, qui va jouer sur les mêmes quantités. Et vous avez d'autres problèmes, d'autres forçages. L'apport de nutritifs ici, lié à l'agriculture principalement par les rivières, des dépôts d'azote réactifs par transport atmosphérique qui sont liés à la quantité d'azote libérée par la combustion des fuels fossiles, mais qui sont aussi liés à l'agriculture. Et donc ces forçages aussi modifient la biogéochimie marine, principalement en zone côtière, mais pour les dépôts atmosphériques, pourraient aussi modifier la biogéochimie en zone ouverte hauturière. Deux figures pour conclure, ça c'est les dépôts d'azote en 1860 simulés par un modèle de chimie et de dépôts atmosphériques, et ici c'est les dépôts d'azote à l'océan en 2000, vous voyez, une multiplication par presque 5 de la quantité d'azote qui est amenée à l'océan par l'atmosphère. Et le dernier transparent, c'est ces zones côtières ici. Ici, c'est à la fin des années 70, à la fin des années 2000 ici, une compilation des zones côtières qui sont devenues anoxiques, donc qui ont consommé tout l'oxygène avec des impacts importants pour l'écosystème et sûrement liés à l'apport de nutritifs par les rivières dont parlait David Antoine ce matin. Donc la conclusion, c'est qu'on s'intéresse au changement climatique, on s'intéresse à l'acidification, il faut essayer de voir le système comme un tout avec des forçages anthropiques qui sont multiples et qui font intervenir, en particulier dans les zones côtières ici, d'autres mécanismes liés à l'apport de nutritifs ou à la pollution et des métaux lourds dont on a évoqué l'existence ce matin. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je vous remercie de votre attention.